Alors que vous écoutez ces mots, moins de 1000 personnes sur la planète vivent encore exactement comme l'humanité vivait il y a 50 000 ans, sans agriculture, sans argent, sans montre. En Tanzanie, entre roches volcaniques et savanes desséchées, les Hadzabe se réveillent avant le soleil avec une seule certitude. Soit ils chassent aujourd'hui, soit ils ne mangent pas aujourd'hui. Il n'existe pas de réserve de nourriture, il n'existe pas de plan B. Chaque matin est un test de survie que la majorité des êtres humains a abandonné il y a des millénaires, mais eux continuent de l'affronter. Si vous êtes passionné par les animaux sauvages et les vrais documentaires, ne quittez pas cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous maintenant à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Pensez au décor. Vous êtes allongé sur la terre nue, couvert seulement par le ciel africain, et le rugissement d'un lion résonne à quelques centaines de mètres de votre campement. Le feu que vous avez allumé avant de dormir est déjà devenu braise. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte. Il n'y a rien entre vous et les prédateurs nocturnes, à part l'obscurité et l'instinct aiguisé par des générations. C'est le réveil quotidien d'un chasseur Hadzabe. Les Hadzabe, également appelés Hadza, occupent un territoire d'environ 1000 km² autour du lac Eyasi, dans le nord de la Tanzanie. Ils vivent dans l'ombre du cratère du Ngorongoro et à quelques kilomètres du Desfiladeiro de Olduvai, le même endroit où les scientifiques ont trouvé des fossiles d'Homo habilis datant de presque 2 millions d'années. La coïncidence n'est pas accidentelle. Les Hadzabe habitent probablement cette région depuis des millénaires. Génétiquement, ils représentent l'une des lignées humaines les plus anciennes de la planète, comparable seulement aux Saintes du désert du Kalahari. Leur ADN raconte une histoire que les livres d'histoire n'ont pas encore réussi à déchiffrer complètement. Selon la tradition orale Hadzabe, l'histoire de l'humanité se divise en 4 époques, chacune habitée par une culture différente. Dans la première époque, le monde était dominé par des géants poilus, appelés Akaka-Nebi, les premiers ou anciens. Ces géants ne possédaient pas d'outils et ne connaissaient pas le feu. Ils chassaient en poursuivant les animaux jusqu'à ce qu'ils tombent morts d'épuisement. Ils mangeaient de la viande crue. Ils ne construisaient pas d'abri et dormaient sous les arbres, exactement comme les Hadzabe le font encore aujourd'hui, pendant la saison sèche. Les géants ont finalement été vaincus grâce à des pièges et des flèches empoisonnées, la même technologie que leurs descendants utilisent encore. La population actuelle oscille entre 1200 et 1300 personnes. Sur ce total, seulement environ 300 à 350 vivent encore exclusivement selon le mode traditionnel, chassant et collectant tout ce qu'ils consomment, sans aucun complément d'agriculture ou de commerce. Les autres ont migré vers des villages, travaillent dans l'industrie touristique ou ont abandonné la forêt par nécessité ou pression externe. Cela signifie que le véritable style de vie Hadzabe, celui pratiqué sans interruption pendant 40 000 ans, existe aujourd'hui chez moins de 400 personnes dans le monde entier. Mesurez cela, 400 personnes, moins que la capacité d'un avion commercial de taille moyenne. La langue qu'ils parlent, le Hadzan, ne possède aucune parenté avec aucun autre idiome connu sur Terre. Les linguistes la classent comme un isolat linguistique, une langue orpheline qui a évolué de manière complètement indépendante. Elle contient des sons de clics et de claquements qui semblent impossibles pour quiconque n'a pas grandi en les entendant depuis le berceau. Chaque clic porte une signification. Chaque claquement distingue un mot d'un autre. Le Hadzan est si ancien et si unique que l'UNESCO le classe comme vulnérable. Non pas parce que les enfants ont cessé de l'apprendre, mais parce que le contexte dans lequel il fait sens est en train de disparaître avec les savanes. Les Hadzabe vivent en bandes de 20 à 30 personnes qui se déplacent constamment sur le territoire, suivant la disponibilité des ressources. Ils ne construisent pas de maisons permanentes. Leurs habitations sont des abris temporaires faits de branches courbées et recouvertes d'herbes sèches, des structures qui peuvent être montées en moins d'1 heure et abandonnées sans regret quand il est temps de continuer. Ils n'élèvent pas d'animaux domestiques, ils ne plantent pas de graines, ils ne stockent pas de nourriture pour le lendemain. Leur garde-manger est la savane elle-même, et elle doit être consultée quotidiennement. Observez ce qui se passe quand le soleil déchire l'horizon. Les hommes sont déjà debout, vérifiant leurs flèches, testant la tension des arcs, mâchant des morceaux de racines pour chasser la faim initiale. Les femmes préparent leurs bâtons de fouille, des instruments simples en bois avec des pointes durcies au feu,
et des paniers d'herbes tressées pour transporter ce qu'elles trouveront. Les enfants à partir de 5 ou 6 ans accompagnent déjà les adultes, apprenant dans la pratique ce qu'aucune école ne pourrait enseigner. Il n'existe pas de séparation entre la théorie et l'application. Tout est urgent. Tout est maintenant. Le territoire Hadzabe a été drastiquement réduit au cours des 5 dernières décennies. On estime qu'ils ont perdu 90% de leurs terres ancestrales depuis le milieu du XXe siècle. Les bergers d'Atouga ont apporté leurs troupeaux de chèvres et de bétail dans la vallée Yaeda, déboisant la végétation native pour créer des pâturages. Des fermiers ont occupé les plaines fertiles. Des compagnies de safari ont transformé d'anciennes zones de chasse en réserves exclusives pour les touristes étrangers. En 2007, une compagnie de safari a failli obtenir des droits exclusifs sur une concession de chasse qui incluait des terres Hadzabe traditionnelles. Une campagne internationale menée par les Hadzabe eux-mêmes a empêché l'accord. En 2011, quelque chose d'historique s'est produit. Pour la première fois, le gouvernement tanzanien a reconnu formellement les droits territoriaux d'une communauté de 700 Hadzabe sur plus de 20 000 hectares de terres ancestrales. C'était la première fois qu'une minorité nomade recevait un titre de propriété en Tanzanie. Mais la victoire fut partielle. D'autres communautés Hadzabe attendent toujours la même reconnaissance et les pressions sur leurs terres continuent. Maintenant, considérez la situation d'un chasseur qui sort du campement avant l'aube. Il porte un arc fait à la main de presque 1,80 m de long, aussi grand que lui-même. La corde est fabriquée avec des tendons d'animaux et tirée jusqu'à atteindre une tension que peu d'hommes modernes pourraient maintenir pendant plus de quelques secondes. Les flèches sont confectionnées avec du bois de Kongoroko, soigneusement sélectionné et travaillé jusqu'à atteindre l'équilibre parfait entre poids et rigidité. Les plumes qui stabilisent le vol proviennent de pintades. Les pointes en métal sont martelées à froid à partir de clous, l'un des rares éléments modernes incorporés à la technologie ancestrale. Mais le véritable secret des flèches Hadzabe n'est pas dans la pointe en métal, il est dans le venin. Les Hadzabe utilisent 3 types de venin pour leurs flèches. Le plus commun est extrait de la rose du désert, une plante succulente de nom scientifique Adenium obesum qui pousse seulement dans quelques îles et zones spécifiques proches du lac Eyazi. Le processus de préparation exige une connaissance précise transmise de génération en génération. Les hommes coupent des branches de la plante ou martèlent la pulpe encore attachée au tronc en utilisant le manche d'une hache. Le jus extrait est ensuite bouilli pendant des heures jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement, laissant une substance noire et collante avec la consistance de l'argile. Ce résidu est roulé en bande et appliqué juste en dessous de la pointe de la flèche. Le venin contient des glycosides cardiaques, des composés chimiques qui interfèrent avec le fonctionnement du cœur. Quand une flèche empoisonnée pénètre la peau d'un animal, ces composés entrent dans le courant sanguin et commencent à affecter les muscles cardiaques. Les premiers symptômes incluent une salivation excessive, des vomissements et de la diarrhée. À mesure que l'empoisonnement progresse, l'animal devient faible, léthargique et chancelant. Un impala touché par une flèche empoisonnée peut tomber en 30 minutes. Une girafe peut mettre jusqu'à 6 heures pour succomber. Un éléphant serait trop grand, le venin n'est pas suffisant pour l'abattre. Les chasseurs ont développé une méthode pour tester la puissance du venin sur le terrain. Lorsqu'ils traquent un animal blessé, ils touchent des gouttes du sang de l'animal avec le bout de la langue. Si le goût est amer et brûlant, le venin fonctionne correctement. Ce test sensoriel révèle la concentration de glycosides dans le courant sanguin de la proie et indique combien de temps sera encore nécessaire pour qu'elle succombe. Curieusement, le venin est complètement neutralisé par la chaleur de la cuisson. La viande d'un animal tué par flèche empoisonnée est sûre pour la consommation humaine après avoir été rôtie. Les Hadzabe mangent la viande directement sur le lieu où l'animal tombe, coupant souvent des morceaux et les faisant rôtir sur des feux improvisés tout en continuant la traque pour s'assurer que la proie ne récupère pas. Les organes, foie, cœur, reins, poumons, testicules, sont considérés comme un privilège spécial des hommes qui ont accompli le rituel d'Epeme, un rite de passage à l'âge adulte qui implique de tuer un animal de grande taille. Le deuxième type de venin provient de la plante Strophanthus eminii, une liane qui pousse dans les zones montagneuses du territoire Hadzabe.
Les graines sont traitées de manière similaire à la rose du désert, produisant un venin également puissant, basé sur le même principe cardiotoxique. Le troisième type, appelé Kalikasie, n'est pas produit par les Hadzabe, mais obtenu par des échanges avec des tribus voisines. Il est fabriqué à partir de l'arbre Acocanthera chimperi, qui ne pousse pas sur le territoire Hadzabe, mais est abondant au Kenya et en Éthiopie. Considérez le risque impliqué dans la préparation de ces venins. Une coupure accidentelle à la main pendant la manipulation de la rose du désert peut signifier la mort. La sève pénètre par la peau et entre dans le courant sanguin, même sans blessure visible. Les chasseurs Hadzabe transportent leurs flèches empoisonnées complètement recouvertes de feuilles ou gardées dans des carquois spéciaux conçus pour maintenir les pointes loin de tout contact accidentel. Une égratignure pourrait être fatale. Mais il manque encore le danger majeur. Les prédateurs de la savane. La chasse commence avant le lever du soleil et se termine quand la chaleur devient insupportable, généralement vers 10h30 du matin. Les chasseurs sortent seuls ou par paires, jamais en grand groupe. Chaque homme chasse de manière opportuniste, tirant sur n'importe quel oiseau qui surgit, vérifiant chaque trou d'arbre à la recherche de ruches, rampant sous les rochers pour localiser des damans, de petits mammifères semblables à des rongeurs qui vivent entre les pierres. Pour communiquer à distance, les chasseurs ont développé des sifflements uniques. Chaque homme a son propre motif sonore, reconnaissable par ses compagnons à des kilomètres de distance. Les proies plus petites incluent les dik-dik, de minuscules antilopes d'environ 40 cm de haut, les porcs sauvages, les phacochères, les babouins, les singes et les oiseaux de tout type. Pour ces animaux, les Hadzabe utilisent des flèches sans venin. La précision du tir doit être suffisante pour tuer instantanément, car un animal seulement blessé peut s'enfuir et se perdre dans la végétation dense. Pour les proies plus grandes, impalas, koudous, zèbres, girafes, buffles, les flèches empoisonnées entrent en action. Le chasseur doit s'approcher à une distance de 25 à 50 mètres pour avoir une chance de réussite. Dans un environnement où chaque branche piétinée produit un son, où chaque mouvement brusque effraie la proie, cette approche peut prendre des heures. Le chasseur retire ses sandales pour éviter de briser des brindilles. Il marche courbé, presque rampant, utilisant toute la végétation disponible comme couverture. Quand il tire enfin, la flèche doit pénétrer assez profondément pour que le venin entre dans le courant sanguin. Et alors commence la partie la plus dangereuse. L'animal blessé ne tombe pas immédiatement. Il s'enfuit. Le chasseur doit le traquer pendant des heures, parfois pendant des jours entiers, suivant les empreintes, les marques de sang, les branches cassées. Pendant cette traque, il est seul dans la savane, souvent loin du campement, exposé à tous les dangers que l'Afrique recèle. Le premier danger sont les serpents. Les Hadzabe détestent les serpents. C'est le seul animal qu'ils refusent de manger. Et avec raison. La savane africaine abrite certains des serpents les plus venimeux du monde. Des mambas noirs capables de tuer un homme adulte en moins d'1 heure. Des vipères heurtantes, dont le venin provoque une nécrose tissulaire. Des cobras cracheurs qui visent les yeux de leurs victimes. Le corps d'un chasseur Hadzabe expérimenté porte des cicatrices de morsures de serpents, comme les marques d'une vie dans la forêt. Observez les cicatrices sur le corps d'un ancien Hadzabe. Onwas, un chasseur de plus de 60 ans, arbore des marques qui racontent des histoires entières sans avoir besoin de mots. Cicatrices de morsures de serpents sur les bras, cicatrices de morsures de léopard dans le dos, cicatrices de flèches et de couteaux, accidents pendant les chasses ou la préparation d'outils, cicatrices d'épines qui ont traversé la peau pendant des poursuites dans la brousse épaisse, cicatrices de chutes d'arbres baobab pendant la récolte de miel. La moitié de ses dents est déjà partie. Il porte des sandales faites de vieux pneus et transporte un couteau à la ceinture enveloppé dans du cuir de dik-dik. Les épines représentent une autre menace constante. La végétation de la savane tanzanienne est dominée par des acacias et des arbustes épineux. Marcher dans cet environnement pendant la journée est déjà un défi. Marcher la nuit, sans lampe de poche, est presque impossible pour qui ne connaît pas chaque mètre du terrain. Les chasseurs Hadzabe passent une partie significative du temps de repos à retirer les épines les uns des autres avec la pointe de leur couteau. Une marche de quelques heures dans la savane peut laisser le corps marqué comme s'il avait reçu un tatouage graduel sur tout le corps.
Les scorpions et les araignées complètent la liste des dangers mineurs, mineurs seulement par la taille, car leurs piqûres peuvent être débilitantes ou fatales. Le désert africain abrite des scorpions dont le venin attaque le système nerveux, provoquant des convulsions et une paralysie. Les enfants Hadzabe apprennent dès leur plus jeune âge à ne jamais mettre les mains dans des trous sans vérifier d'abord, à ne jamais marcher pieds nus sur des pierres sans regarder, à ne jamais s'allonger sur le sol sans examiner la zone autour. Mais les dangers réels, ceux qui peuvent tuer un homme adulte en quelques secondes, marchent sur 4 pattes. Les lions vivent dans la même savane où les Hadzabe chassent. La nuit, leur rugissement résonne dans les plaines, et les chasseurs dorment en plein air, sachant qu'il n'y a pas de barrière physique entre eux et les prédateurs. Le feu éloigne les grands félins, la plupart du temps. Les léopards sont encore plus dangereux car ils attaquent silencieusement, tendant des embuscades à leurs victimes dans l'ombre. Un chasseur Hadzabe porte des cicatrices d'attaque de léopards comme preuve qu'il a survécu à une rencontre à laquelle beaucoup ne survivraient pas. Marcher dans la savane la nuit exige un type de familiarité que la plupart des gens ne développeront jamais avec aucun environnement. Il n'y a pas de sentier balisé, il n'y a pas de point de repère visible dans l'obscurité. Naviguer sans lampe semble impossible pour un visiteur, mais les Hadzabe le font avec le naturel de quelqu'un traversant sa propre chambre. C'est une familiarité construite au fil de décennies de déplacements sur le même territoire, une chambre de 1000 km² peuplée de lions, de léopards et d'hyènes dans l'ombre. Un chasseur Hadzabe expérimenté parvient à identifier les types de végétation au toucher, à reconnaître les formations rocheuses par leur silhouette contre les étoiles et à anticiper où les épines se trouveront avant de les toucher. Les hyènes représentent une autre menace, non seulement directe mais aussi économique. Les Hadzabe n'utilisent pas de pièges ou de collets pour chasser, et la raison est simple. Les léopards et les hyènes volent tout animal capturé dans des pièges avant que les chasseurs ne puissent le récupérer. La haute densité de prédateurs dans la région rend cette méthode de chasse complètement irréalisable. Il existe une pratique de chasse que les Hadzabe ne réalisent que quelques fois par an et qui démontre jusqu'où ils sont prêts à aller pour des protéines animales. La chasse nocturne aux babouins. Les babouins dorment dans des arbres ou sur des falaises rocheuses pendant la nuit. Un groupe de 10 à 12 chasseurs encercle la zone où une troupe de babouins dort, s'approche silencieusement arcs et flèches au poing, puis attaque simultanément de tous les côtés. L'objectif est d'abattre le plus grand nombre possible avant que les animaux ne parviennent à s'échapper. Les babouins sont des proies dangereuses. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 45 kg et possède des canines de 5 cm capables de causer des blessures graves. Un babouin acculé ou blessé n'hésite pas à attaquer. Les chasseurs doivent coordonner leurs mouvements avec une précision absolue. Un tir raté peut laisser un animal blessé et furieux entre eux et la sécurité. Les Hadzabe adorent la viande de babouin. Il y a une plaisanterie traditionnelle qui dit qu'un homme Hadzabe ne peut pas se marier avant d'avoir tué 5 babouins. Comme beaucoup de plaisanteries, elle porte un fond de vérité. La capacité de participer à une chasse nocturne aux babouins démontre la maturité, le courage et la capacité de coordination avec le groupe, toutes des qualités désirables chez un partenaire. Les Hadzabe pratiquent aussi quelque chose qui semble être de la folie aux yeux modernes, voler la viande des prédateurs. Quand ils aperçoivent des vautours tournoyant dans le ciel, les chasseurs courent dans la direction indiquée, essayant de localiser une carcasse fraîchement abattue par des lions ou des léopards. En trouvant la scène, ils crient, agitent les bras et essaient d'effrayer les prédateurs pour voler une partie de la proie. Environ 15 à 25% de toute la viande consommée par les Hadzabe provient de cette pratique de charognage opportuniste. Mesurez ce que cela signifie en pratique. Un homme de 60 kg, armé seulement d'un arc et de flèches, court en direction de lions qui viennent de tuer un zèbre, crie pour les effrayer et espère qu'ils décideront qu'il ne vaut pas la peine de se battre pour la nourriture. Parfois ça marche, parfois non. Mais il existe un danger encore plus commun que les prédateurs terrestres. Un danger qui tue plus de chasseurs Hadzabe que n'importe quel animal sauvage. Les chutes d'arbres baobab. Le miel est l'aliment favori des Hadzabe, élu comme préféré tant par les hommes que par les femmes dans les recherches anthropologiques. Il représente environ 15 à 20% des calories consommées par la tribu. Les Hadzabe collectent le miel de 7 espèces différentes d'abeilles.
incluant des abeilles africaines qui sont extrêmement agressives et des abeilles sans dard qui produisent du miel en moins grande quantité mais dans des endroits plus accessibles. Les ruches des abeilles avec dard se trouvent typiquement au sommet d'arbres baobab géants, certains atteignant 15 mètres de haut avec des troncs de 8 à 9 mètres de diamètre. Pour atteindre ces ruches, les chasseurs doivent escalader les arbres en utilisant seulement des piquets en bois qu'ils martèlent dans le tronc à mesure qu'ils montent. La technique est millénaire. Le chasseur utilise l'arrière de sa hache pour enfoncer le premier piquet dans le tronc, puis marche dessus pendant qu'il martèle le second, répétant le processus jusqu'à atteindre la ruche. La règle la plus importante de cette escalade est de ne jamais marcher sur d'anciens piquets. Les piquets sont maintenus en place seulement par la pression de l'écorce qui se referme autour d'eux. Le bois du baobab derrière l'écorce est spongieux et humide, incapable d'offrir la moindre résistance. Avec le temps, l'écorce se relâche et les piquets se desserrent. Un chasseur expérimenté installe de nouveaux piquets à chaque montée. Un chasseur imprudent marche sur un vieux piquet et s'effondre. Le chef d'un village Hadzabe est tombé de baobab 2 fois au cours de ses 50 années de vie. Il a survécu aux 2 chutes, mais beaucoup n'ont pas eu la même chance. Les chutes de baobab sont la cause la plus fréquente de blessures graves et de décès chez les hommes Hadzabe adultes, et les abeilles ne facilitent pas le travail. Les abeilles africaines sont notoirement agressives. Ce sont elles qui ont donné naissance au terme « abeilles tueuses » quand certaines colonies se sont échappées vers les Amériques dans les années 1950. Les Hadzabe utilisent de la fumée pour les calmer avant de récolter le miel. Ils allument des faisceaux d'herbes sèches et montent en portant le feu encore fumant, le plaçant à l'intérieur des cavités où les ruches sont installées. La fumée masque les phéromones d'alarme que les abeilles libèrent quand l'une d'elles est tuée ou blessée, empêchant l'essaim entier d'attaquer l'envahisseur. Même avec la fumée, les piqûres sont inévitables. Les chasseurs grimpent pieds nus et avec les mains nues. Quand des observateurs extérieurs ont posé des questions sur les piqûres, les Hadzabe ont ri. Il semble qu'être piqué fasse partie du plaisir. Il existe un allié inattendu dans cette chasse au miel. Le grand indicateur, un oiseau de la taille d'une grive qui localise les ruches et guide les humains vers elles en échange de cire et de larves. Quand un Hadzabe veut trouver du miel, il émet un sifflement spécifique. Si un oiseau guide est à proximité, il répond par son propre appel et commence à voler d'arbre en arbre, s'arrêtant pour attendre que les humains le rattrapent, jusqu'à se poser près de la ruche trouvée. C'est l'une des relations de coopération les plus développées entre un mammifère et un oiseau jamais documentées par la science. Considérez ce que cette vie fait au corps humain. Des chercheurs de l'université Duke ont étudié les Hadzabe de manière approfondie et ont découvert quelque chose de surprenant. Bien qu'ils soient beaucoup plus actifs physiquement que les personnes des sociétés industrialisées, les Hadzabe brûlent approximativement la même quantité de calories quotidiennes. Le corps humain, apparemment, ajuste son métabolisme pour compenser différents niveaux d'activité. Mais alors que les personnes sédentaires stockent les calories non utilisées sous forme de graisse, les Hadzabe convertissent toute l'énergie disponible en mouvement, force et endurance. Le régime alimentaire Hadzabe est composé entièrement d'aliments sauvages, viande d'animaux chassés, miel d'abeilles, fruits de baobab, baies saisonnières, tubercules déterrés du sol. Les femmes fournissent environ 60 à 70% des calories consommées par le groupe à travers la collecte de plantes. Les hommes contribuent avec les protéines animales et le miel. Tout est partagé équitablement au sein du campement. Un chasseur qui revient avec de la viande partage avec tous les présents, incluant ceux qui ne chassent pas par âge ou préférence. L'idée d'accumuler plus que le nécessaire pour une consommation immédiate n'existe simplement pas dans la mentalité Hadzabe. La vie Hadzabe suit des cycles saisonniers précis. De mai à octobre, pendant la saison sèche, les hommes deviennent des chasseurs encore plus intenses. La végétation rare concentre les animaux, comme les zèbres et les phacochères, autour des points d'eau, les rendant plus faciles à localiser et à embusquer. Les chasseurs passent des nuits entières à attendre près des sources d'eau, prêts à tirer des flèches empoisonnées sur toute proie qui s'approche pour boire. Les femmes et les enfants déterrent des tubercules riches en amidon pendant ces mois, les cuisant pour faciliter la digestion. Quand les pluies arrivent en novembre, le paysage se transforme. Les animaux se dispersent, rendant la chasse plus difficile, mais les plantes fleurissent.
Les fruits de baobab riches en vitamine C deviennent abondants. Des arbustes à baies offrent des collations constantes pendant les marches. Le miel atteint son pic de production. Certains mois sont décrits par les Hadzabe comme des mois sans viande, des périodes où le miel et les plantes dominent l'alimentation alors que le gibier reste rare. Cette flexibilité saisonnière est fondamentale pour la survie dans un environnement qui change drastiquement tout au long de l'année. Les recherches sur le microbiote intestinal des Hadzabe ont révélé une diversité bactérienne, parmi les plus hautes jamais enregistrées dans n'importe quelle population humaine. Cette diversité offre une protection contre de nombreuses maladies modernes. Des études ont montré que seulement 3 jours à suivre un régime similaire à celui des Hadzabe peuvent augmenter la diversité bactérienne intestinale d'une personne jusqu'à 20%. Les scientifiques pensent que cette diversité microbienne représente l'état original de l'intestin humain, celui que nous avons évolué pour avoir pendant des centaines de milliers d'années en tant que chasseurs-cueilleurs. La mortalité infantile est élevée chez les Hadzabe, ce qui réduit l'espérance de vie moyenne. Mais les adultes qui survivent à l'enfance restent fréquemment en bonne santé jusqu'à 60 ou 70 ans, sans présenter les maladies chroniques qui accablent les sociétés modernes: obésité, diabète de type 2, maladie cardiaque, cancer du côlon. Ils ne connaissent pas les salles de sport ou les suppléments vitaminiques. Ils n'en ont pas besoin. La structure sociale Hadzabe est complètement égalitaire. Il n'existe pas de chef. Il n'existe pas de hiérarchie de pouvoir. Les décisions sont prises par consensus. Si quelqu'un est en désaccord, il déménage simplement dans un autre campement. Hommes et femmes participent également aux décisions qui affectent le groupe. Les enfants sont soignés collectivement, permettant à n'importe quel adulte de superviser n'importe quel enfant, indépendamment de la parenté. La propriété privée est pratiquement inexistante. Si vous avez plus d'arcs, de flèches ou de pipes en pierre que nécessaire, vous devez les partager. Partager n'est pas considéré comme de la générosité, c'est une obligation morale. Les Hadzabe n'ont jamais connu la guerre dans leur histoire orale. Ils n'ont jamais connu la faim. Ils n'ont jamais connu d'épidémies dévastatrices. Leur mode de vie produit presque zéro impact environnemental. Ils ne laissent pas de traces au-delà de pointes de flèches, de quelques pierres noircies par le feu et d'égratignures sur les acacias. Mais ce mode de vie est en train de disparaître. Chaque année, plus de territoire est perdu au profit des bergers et des fermiers. Chaque décennie, plus de jeunes Hadzabe sont attirés vers les villages en quête d'argent, d'emploi et des tentations du monde moderne. Le tourisme, bien qu'il apporte quelques revenus, a également corrompu des aspects de la culture traditionnelle. Certains campements Hadzabe proches des routes touristiques sont devenus des attractions mises en scène, où les chasseurs mimant des compétences pour les caméras au lieu de les pratiquer pour survivre. L'alcool est arrivé en même temps que l'argent du tourisme. Les décès par empoisonnement alcoolique sont devenus un problème sérieux dans certaines communautés. La connaissance traditionnelle est en train de se perdre, non pas parce que les enfants ne veulent pas apprendre, mais parce que le contexte dans lequel cette connaissance fait sens est en train de se désintégrer. Les Hadzabe survivent depuis plus de 50 millénaires sans détruire leur environnement, sans accumuler plus que nécessaire, sans créer de hiérarchie de pouvoir oppressive. Alors que le monde moderne affronte des crises de santé mentale, d'obésité, de solitude et d'effondrement écologique, ces chasseurs pieds nus maintiennent des corps sains, des communautés unies et un équilibre parfait avec la terre qui les soutient. À chaque génération qui passe, nous perdons une bibliothèque vivante de connaissances ancestrales. À chaque hectare de savane transformé en plantation, nous effaçons un chapitre de l'histoire humaine qui ne pourra jamais être réécrit.